histoires sont bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs. Le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs. Sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs. Sur tout ce qui s'écrit. Qui aident à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir. Dans l'espace et dans le temps. Bonjour, je suis Hervé Morin, responsable du cahier Sciences et Médecine du Monde, et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde intitulée « Regrets et remords de chercheurs ». Le 16 juillet 1945, à l'issue du premier tir nucléaire grandeur nature, dit Trinity, au Nouveau-Mexique, le physicien américain Kenneth Bainbridge, responsable de l'essai, aurait déclaré à Robert Oppenheimer, patron du projet Manhattan, « Maintenant, nous sommes tous des fils de pute. Now we are all sons of bitches ». Il y a une nuance sur la traduction, est-ce que c'est salopard ou fils de pute? Mais en gros, l'idée était là, un génie infernal était sorti de sa boîte, et les chercheurs n'étaient pas pour rien là-dedans. 3 semaines plus tard, le 6 août, le bombardier américain Enola Gay larguait la bombe Little Boy sur Hiroshima, au Japon, qui tuait 80 000 personnes. À l'occasion de l'anniversaire de Hiroshima et Nagasaki, au monde, on s'était posé la question... Qui sont aujourd'hui les fils de pute? Dans quelle discipline est-ce qu'ils s'expriment? Est-ce que c'est la virologie, l'intelligence artificielle, la génétique, etc. Et donc, à l'occasion de ces rencontres de bois consacrées à Eureka, on s'est dit qu'on pourrait prolonger la réflexion en se demandant si, parmi les scientifiques, certains avaient émis des regrets, des remords. En tout cas, on sait qu'il y a des cas de conscience célèbres. Est-ce que Dédale a eu des remords d'avoir donné des ailes à son fils Icare? Donc pour aborder des cas peut-être plus actuels, nous avons 3 intervenants. Pascal Briouat, vous êtes professeur des universités, rattaché à l'université François Rabelais de Tours et au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Parmi vos livres, on peut citer Léonard de Vinci, Homme de guerre, publié en 2013, et c'est précisément de Léonard, ingénieur de guerre, et de ses remords sincères ou fins que vous allez nous entretenir. Nicolas Chevassus-Louis, vous êtes journaliste, il vous est même arrivé de collaborer au Monde. Vous êtes biologiste de formation, mais vous avez développé de très forts intérêts pour l'histoire des sciences. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, vos curiosités sont multiples. Vous êtes intéressé notamment aux briseurs de machines, aux fraudeurs scientifiques, vous pourrez peut-être nous dire si ils ont eu des remords, et aussi aux savants pendant l'occupation. C'est sur ces savants atomistes que vous allez, je crois, essentiellement nous parler. Enfin, Luc Berlivet, vous êtes chercheur au CNRS et vous enseignez à l'EHESS. Vous êtes intéressé à la notion de risque en santé. Vous étudiez désormais les transformations de l'hérédité humaine de la fin du 19e aux années 1980. Vous allez aborder un sujet délicat, la notion de race. Vous allez nous expliquer comment sa condamnation scientifique a pu être tortueuse et son abandon, malgré les remords de certains, jamais vraiment complet et définitif. On va aborder ces questions-là sous un angle bêtement chronologique. Je sais que parfois, en histoire, ça fait un peu pauvre, mais donc je vous passe la parole. Merci. Je vais donc incarner la période la plus ancienne. Je prendrai essentiellement 2 exemples, celui effectivement de Léonard de Vinci et puis l'exemple bien moins connu et dont je remercie Hélène Vérin de me l'avoir communiqué d'un certain capitaine lituanien qui s'appelait Casimir Semionovitch. Alors, la vision que l'on a habituellement de Léonard de Vinci, évidemment, est une vision assez pacifiée. On a l'impression que c'est avant tout un peintre et que s'il a dessiné des machines de guerre, c'était comme ça pour être gentil et puis pour se défendre, mais que en fait c'était des idées en l'air. Et quand on fait ça, on oublie qu'il a été l'ingénieur militaire plénipotentiaire, l'ingénieur en chef de César Borgia. Et Léonard de Vinci, c'est effectivement passionné pour la guerre. Il a dessiné le char à faux où l'on voit des membres découpés. On a des armes qui rappellent la modernité avec des boulets shrapnel. Et il faut savoir que Léonard a noirci des pages et des pages sur tous les types d'armes. Il est allé chercher dans les auteurs latins toutes les armes anciennes. Et il était le grand ami d'un condottiere qui habitait Milan en même temps que lui, en 1495, Pietro Monte,
Pietro Monte, qui était à la tête de quelques centaines d'hommes et qui faisait régulièrement le coup de main et expliquait dans son ouvrage qui s'appelle Les Collectanea comment il fallait affronter un homme à cheval quand on était à pied avec une seule hallebarde. Et la description de Pietro Monte est terrifiante, et il faut savoir que Léonard avait laissé un traité expliquant effectivement comment on pouvait faire ce genre de choses. Donc une vraie délectation. Le fait que Léonard ait été l'ingénieur militaire en chef de César Borgia, ce qui n'est pas rien, hein. César Borgia, c'est le personnage dont Machiavel va se servir pour construire l'image même du prince. C'est quelqu'un qui a unifié une partie de l'Italie sous sa bannière pendant les 3 ans de service militaire de Léonard de Vinci à ses côtés. Et à l'issue de ces années de service militaire, Léonard, qui auparavant qui est comment empoisonner des armes sur le trajet des troupes ennemies de manière à les empoisonner, donc armes chimiques. Léonard, qui dessinait toutes sortes d'armes, là devient très très concrètement un ingénieur de terrain. Il accompagne à cheval les armées de César Borgia et il assiste très probablement à des combats et des massacres monstrueux. L'un d'entre eux est le massacre de Fossombrone, qui était une petite forteresse, mais que les troupes de César Borgia ont prise et où tous les assiégés ont été passés par les armes. C'est que Léonard était là, il en témoigne, mais vous savez, au début du XVIe siècle, on n'exprime guère le fort privé. On discutait de cela tout à l'heure. C'est certes Montaigne plus tard va s'épancher beaucoup sur lui-même, mais au tournant du XVe et du XVIe siècle, on ne parle pas beaucoup de soi. Donc l'expression des remords a quelque chose de si facile à retrouver dans des petites notes disant voilà ce que j'ai vu à Fossombrone. Léonard a très probablement assisté aussi au massacre de Senigallia, c'est-à-dire le moment où César Borgia a regroupé dans une ville tous ses ennemis, tous les capitaines qu'il avait trahis pour les massacrer de façon assez massive. Alors, Léonard a vu tout cela. Et après 2 à 3 ans de service militaire auprès de César Borgia, écrit que la guerre est une pazzia bestialissima, une folie des plus bestiales. Et quand la République de Florence lui demande de représenter une bataille, et de la représenter selon les topoi du moment, c'est-à-dire Saint-Pierre et Saint-Jean qui inspirent la République de Florence, qui va gagner. La bataille d'Anghiari, c'est une bataille de rien du tout, mais bon, c'est un peu de propagande sur les murs du Palazzo Vecchio. Et ça devait être une des œuvres majeures de Léonard, cette bataille d'Anghiari. Et au moment où on lui demande ça, Léonard a vécu sur le terrain la guerre, et a vécu les horreurs de la guerre. Et là, on lui demande de faire une œuvre de propagande ou une œuvre inspirée un petit peu de ce que faisait la génération précédente de Paolo Uccello, qui avait, par exemple, représenté la bataille de San Romano. Lui dit non, mais je vais pas faire ça. Je vais à la place. Si je représente la guerre, il faut que je représente tout. Vous savez, quand l'œuvre d'art pour Léonard, c'est l'invention d'un monde, d'un univers. C'est-à-dire que dans un tableau de Léonard, vous entrez dans un monde et Léonard se pense démiurge. Et là, il veut représenter tout ce qu'il connaît, probablement tous ses traumatismes aussi, tous ses traumatismes de guerre. Et vous savez, il y a un traité de peinture de Léonard, donc on sait très bien quelles étaient, pour le coup, là, il livre ses intentions. Il dit, si tu veux représenter une bataille, il faut qu'on entende les tambours, il faut qu'on voit les poussières jetées par une armée de milliers d'hommes, les poussières des sabots des chevaux, et je veux voir l'ignominie des rivières de sang qui coulent dans la boue. On peut pas mieux dire le fait que pour lui la guerre, ça n'est pas la jolie guerre de Paolo Uccello où toutes les lances s'abaissent et où les sac-boutes et les trompettes sonnent l'assaut. Non, la guerre, c'est quelque chose d'horrible. Et il veut aussi représenter cette pazzia bestialissima, cette folie des plus bestiales, en montrant les sentiments. Vous savez que c'est le grande œuvre de Léonard. Déjà dans la scène à Milan, l'idée c'était de représenter les mouvements de l'âme. Et là, il faut représenter les mouvements de l'âme des guerriers. Et les mouvements de l'âme des guerriers. Alors, on a perdu cette fresque. Elle a été détruite. D'aucuns pensent, à mon avis,
en se trompant, qu'elle est derrière un des murs peints par Vasari dans le Palazzo Vecchio de Florence. Mais on a quelques dessins du XVIe siècle, quelques copies qui permettent d'imaginer ce qu'était cette bataille d'Anghiari. Notamment une des petites scènes de la bataille d'Anghiari, qui est l'enlèvement de l'étendard. Et dans cet enlèvement de l'étendard, on voit des hommes qui se transforment en animaux. Vous voyez que le porteur d'étendard, il est à la fois homme, cheval, c'est un centaure, et puisque sa tête cache l'encolure et la tête du cheval, et en même temps une sorte d'animal aquatique monstrueux. Si on regarde derrière encore, il s'agit de dessiner la rage, de peindre la peur, et donc non seulement les flots de sang et de boue, mais aussi la terreur et les hommes en train de se transformer en bêtes. Donc on est là, voilà l'expression du remords chez Léonard de Vinci. Alors il y a ce Pazia Bestialissima qui est pas grand-chose, mais il y a cette œuvre énorme, radicalement en rupture dans l'histoire de l'art par rapport à toutes les représentations de bataille qui précèdent, et qui, à mon avis, dit le remords. Il y a aussi, et je terminerai là-dessus pour Léonard, le fait que, dans certains cas, Léonard exprime sa détestation de la guerre parce que le problème, c'est où se trouve le seuil, à quel moment on considère que c'est licite et à quel moment on considère que c'est illicite. Et les seuils sont probablement différents à la Renaissance et aujourd'hui. L'un des éléments assez clairs de ce point de vue-là, c'est que quand Léonard invente des machines pour la guerre sous-marine, c'est que ça vraiment, il peut pas le diffuser aux yeux du public, parce que le diffuser, ce serait montrer quelque chose de vraiment monstrueux. Alors pourquoi la guerre sous-marine est plus monstrueuse que la guerre de siège? Eh bien tout simplement parce que l'ensevelissement sous l'eau, c'est quelque chose de pas pensable. L'eau, c'est le déluge, c'est quelque chose que la Bible, voilà. On n'aime pas aller se baigner à la Renaissance, vous savez. On reste loin des rivages, et la mort par l'eau est une des morts les plus atroces. Donc celle-là, il la rejette. Mais vous voyez que dans la bataille d'Anghiari, il va plus loin. Alors, voilà, ce serait une reconstitution de la totalité de la bataille d'Anghiari, je passe. Deuxième personnage qui pourra avoir des remords de guerre, mais qui n'en a pas, c'est un grand savant du début du XVIe siècle qui s'appelle Niccolò Tartaglia. Niccolò Tartaglia aurait toutes les raisons du monde d'avoir une détestation de la guerre, puisque quand il était adolescent, sa ville de Brescia a été prise par les Français, il a été défiguré d'un coup d'épée au travers du visage. Ce Niccolò Tartaglia, c'est celui qui invente la balistique moderne et sans doute à l'origine de bien des idées fortes sur la statique et la cinématique. Alors lui, qui écrit des livres sur la guerre et sur l'art, la nouvelle science de l'artillerie, explique que il a absolument pas de remords, parce que pour lui, l'artillerie, ça doit servir contre les Turcs. Et contre les Turcs, ça va, on peut y aller. Le dernier exemple, qui est quelqu'un qui aussi en veut aux Turcs, s'appelle Casimir Semionovitch. Alors Casimir est un chevalier lituanien, disais-je, un lieutenant général de l'artillerie royale de Pologne, dont l'ouvrage a été traduit en français au cours du XVIIe siècle. Et voilà, je voudrais vous montrer quelques-unes des illustrations de son grand traité d'artillerie, où vous avez des tas de gentilles armes, vous voyez, toutes les armes explosives. Voilà, les chapitres s'appellent fusées, globes ou balles à feu, globes récréatifs, balles luisantes, grenades à main, bombes pour mortier, pétards, globes aveuglants, boulets de fer ardent ou rougis, couteles à feu, pots à feu, sacs à feu, tonneaux, barils de poudre, tuyaux à feu, globes puants, etc., etc. Et puis, il arrive à un chapitre sur les globes empoisonnés, donc guerre chimique. Notre Casimir Semionovitch ici est assez intéressant parce que il dédie son ouvrage au comte de Nassau et il lui dit la chose suivante. Vous aurez continuellement devant vos yeux les images de vos aventures martiales, pendant que la paix qui règne maintenant sur ces peuples unis leur tiendra les yeux bandés pour ne plus voir les spectacles de ces horribles combats et les oreilles bouchées pour ne plus ouïr les mugissements épouvantables de ces effroyables machines de guerre. Donc vous voyez, c'est une façon de parler du traumatisme de la guerre et de dire à peut-être son futur patron, le comte de Nassau, qu'il connaît comme lui ce que sont les conditions de la guerre. Mais dans le passage sur les globes empoisonnés, il y a là des choses assez terribles, puisqu'il fait référence à d'anciens canonniers allemands qui se refusaient à utiliser les feux artificiels, les tirs de nuit, etc., les explosifs cachés, les fourberies, dit-il.
Et il rêve d'un État militaire qui serait la vraie liste de toute humanité. Mais il est bien conscient que les armes secrètes sont là, et, dit-il, je ne les désapprouve aucunement, mais je supplie que l'on n'en mette pas au rang de nos inventions belliques cette façon de nuire à l'ennemi, laquelle se pratique par la voie des globes empoisonnés. C'est une action fort lâche à un brave soldat. Mais on ne trouve rien dans les traités qui condamnent ces pratiques. Il est permis de s'en servir contre les Turcs, les Tartares et autres infidèles. Donc on retrouve ce que disait Tartaglia. Et on s'en pourra donc servir contre ceux qui combattent les fidèles. Donc vive les fumigations vénéneuses, à condition qu'elles visent les Turcs et les Tartares. Et la phrase que je retiendrai de Semionovitch, mais voyez, pour vous finir sur ce troisième exemple, c'est « Ah, que la malice est une mère seconde, que de maux elle nous produit, un seul mal d'ordinaire nous engendre 1 million, un crime en engendre une infinité. Ce n'était pas assez qu'un esprit déterminé eût trouvé l'invention de l'arc et des flèches pour la commune ruine du genre humain, mais il a fallu qu'ils aient encore inventé quelque chose de pire, tremper les flèches et les javelots dans du poison. » Et il continue sur la poudre pyrique, etc. Donc, l'expression d'un remords qui est très minoritaire dans l'immense littérature bellique du XVIe et du XVIIe siècle. Merci. On va sauter un peu au XXe siècle, et donc avec un exemple plus classique de remords de savants. Ce sont ceux qui ont contribué à l'invention de la bombe atomique. Oui, tout à fait. Donc oui, comme le rappelait Hervé en introduction, l'exemple des savants atomistes et du développement des bombes nucléaires et thermonucléaires est le cas le plus typique, le plus paradigmatique des remords de savants. Il l'est tellement qu'il a donné lieu à une abondante littérature, non seulement littérature scientifique et historique, mais également de la littérature de création. Je pense, pour ne citer que 2 exemples, au principe d'Heisenberg de Jérôme Ferrari, qui avait eu le prix Goncourt, c'était son livre suivant, consacré à la figure du physicien allemand Werner Heisenberg, on y reviendra, ou bien à la trahison d'Einstein de Erich Emanuel Schmidt. Donc deux exemples de romans récents qui prennent pour sujet ces remords. Alors, quelques repères chronologiques sur l'apparition de ces remords chez les savants atomistes. Tout d'abord, et parfois on l'oublie parce que, comme le rappelait Hervé dans l'introduction, mais on se souvient 1945, Hiroshima, le projet Manhattan, mais on associe cette histoire à l'effort de guerre américain, mais c'est avant tout une histoire franco-allemande. C'est une histoire qui débute, en tout cas, entre la France et l'Allemagne, dans une chronologie très serrée qui commence à la fin de 1938 avec la découverte en Allemagne du principe de la réaction en chaîne, donc le principe physique qui fonde la possibilité de l'explosif nucléaire. Puis, en France, au Collège de France, autour de Frédéric Joliot, de la démonstration que cette réaction en chaîne peut dégager une quantité énorme d'énergie, laquelle pourra être utilisée de manière civile à travers la production d'électricité ou de manière militaire à travers la construction d'explosifs. Ce n'est pas une perspective incongrue en 1939, loin de là. L'équipe de Frédéric Joliot dépose au nom du CNRS 3 brevets, dont l'un porte sur le principe d'un explosif nucléaire utilisant la réaction en chaîne. Ce n'est tellement pas une perspective lointaine que le physicien hongrois Leo Szilard, un physicien qui est immigré aux États-Unis, prend l'initiative de rédiger une lettre au président Roosevelt qu'il fait co-signer d'Einstein du fait du prestige extrême d'Einstein, avertissant le président américain de la perspective proche que une puissance, et ce pourrait être les Allemands qui, pour les raisons sur lesquelles on reviendra, sont très en avance sur ces questions-là, se dotent dans les années à venir de cette arme d'une ampleur inédite. Alors que se passe-t-il ensuite pendant la guerre ? Jusqu'en 1942, l'effort de développement des techniques atomiques est essentiellement un effort allemand. La physique allemande est à l'époque la plus avancée du monde, durant les années 30 par exemple, enfin, durant l'entre-deux-guerres, même entre 1918 et 1939, la moitié des prix Nobel de physique ou de chimie vont à des Allemands,
on a oublié ça de jour de la mainmise, enfin la domination scientifique américaine n'était pas du tout installée à cette époque. Et la physique allemande compte en particulier d'excellents à la fois théoriciens expérimentateurs, et on retrouve ici le nom de Werner Heisenberg, prix Nobel de physique, qui va prendre la direction d'un groupement de physiciens allemands du nom de Uranverein, le cercle de l'uranium, travaillant en parallèle sur à la fois l'utilisation civile pour la production d'énergie et l'utilisation militaire de la réaction en chaîne. Jusqu'où ces travaux sont-ils allés est une autre question qu'on pourrait éventuellement aborder dans le débat. Toujours est-il que les Allemands ne mènent pas à bout, on le sait, ce programme, que Hitler n'aura jamais la bombe atomique, et que en 1945, ce sont les Américains qui, comme l'a rappelé Hervé, procèdent à la première explosion nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que quelques jours plus tard, les premiers remords dont on est trace dans l'histoire sont exprimés par un physicien allemand. Et alors après Hiroshima, pas après le tir qui était évoqué, le tir expérimental du 16 juillet, qui était évidemment secret, mais après Hiroshima, c'est un physicien allemand, Otto Hahn, qui vient d'avoir le prix Nobel, lui également, de chimie, pour sa découverte de la réaction en chaîne, et qui exprime les premiers remords. Alors il l'exprime là encore d'une manière, disons, d'une circonstance assez romanesque et assez étonnante. Je les résume. Donc quand les Britanniques pénètrent dans l'Allemagne, dans leur zone d'occupation allemande, ils arrêtent systématiquement tous les physiciens allemands susceptibles d'avoir travaillé sur le programme nucléaire. Et ils les internent d'une manière au demeurant complètement illégale, puisque ce sont des civils, donc il n'y a pas de raison d'interner des civils qui n'ont pas, il n'y a pas de fondement juridique à leur internement dans un manoir près de Cambridge, Farm Hall. Donc il y a 10 physiciens allemands qui sont internés là pendant plusieurs mois, et leurs conversations sont enregistrées en permanence. Donc on a les transcriptions des conversations de ces 10 physiciens enfermés dans ce manoir, ne comprenant pas bien ce qui leur arrive, et qui apprennent le 6 août 1945 l'explosion d'Hiroshima. Et le premier à exprimer une réelle horreur, c'est Otto Hahn, justement. On l'a dans les transcriptions. Alors, on n'a plus le son, on n'a plus que les transcriptions écrites. Malheureusement, ça serait très, très touchant d'entendre les voix, mais on n'a plus que les transcriptions écrites. En tout cas, il est très clair. Alors que d'autres sont avant tout, et ça retrace d'ailleurs l'état d'esprit général de l'époque, qui est quand même plutôt, vous savez, Paul Langevin, au moment de l'explosion d'Hiroshima, dit mais c'est une avancée scientifique extraordinaire. C'est avant tout l'impression qui domine, c'est le saisissement devant la grandeur de cette réalisation. Otto Hahn comprend très très bien le caractère basculement et le remords qui le prend en tant que scientifique. Donc il y a un paradoxe, je trouve, que ce soit un physicien allemand qui était un des précurseurs, mais qui n'a pas mené cette arme jusqu'au bout, qui soit le premier à comprendre les implications morales de ce qui se passe par là. Par la suite, et c'est l'idée, je pense, structurante de mon propos, quasiment, ne soyons pas trop exagérants, tous les responsables de programmes nucléaires des grandes puissances vont se retrouver saisis de remords. Frédéric Joliot, en France, dont on a évoqué l'avancée des recherches avant-guerre, va reprendre des recherches de physique après-guerre, mais il va également, le fait est assez connu, dans la situation française, prendre la tête du mouvement de la paix, puis du mouvement de l'appel de Stockholm pour le désarmement nucléaire du monde en 1950, ce qui le conduira d'ailleurs à la révocation du CEA, à la révocation de son poste de haut-commissaire à l'énergie atomique en 1950. Certes, la révocation de Joliot est liée à son engagement pacifique, mais c'est également à remettre dans le contexte de la guerre froide, qui a débuté il y a 70 ans. Joliot était au Parti communiste, et la 4e République voyait d'un assez mauvais œil le fait que le programme nucléaire français, même civil, soit supervisé par un communiste toujours susceptible d'informer l'URSS. La chose se verra quelques années plus tard avec Klaus Fuchs, un physicien allemand anti-nazi travaillant pour le programme britannique, qui informera avec régularité l'URSS de l'avancée de ses travaux. Également une forme de remords de la part de Klaus Fuchs, qui n'admettait pas que seul un camp de la guerre froide ait cette arme atomique, ce qui lui paraissait extrêmement dangereux. Donc Joliot, militant pacifiste, on va retrouver la même chose, et également dans le contexte de la guerre froide, aux États-Unis, avec Robert Oppenheimer, dont le dirigeant du programme Manhattan, qui lui aussi en 1954 exprime publiquement son opposition à la bombe thermonucléaire, la bombe H,
beaucoup plus puissante que la bombe nucléaire, commence à regretter d'être impliqué dans ce programme nucléaire et sur fond de McCarthyisme se trouve révoqué de ses fonctions de dirigeant des recherches atomiques militaires américaines. Donc à nouveau, nouvelle expression de remords du côté d'un dirigeant, du plus haut dirigeant du programme nucléaire américain. Et dans le camp d'en face, côté soviétique, on se souvient peut-être que le père de la bombe thermonucléaire soviétique, Andrei Sakharov, a été également, après les explosions thermonucléaires soviétiques, devient un dissident dont une bonne partie de l'activité politique n'est pas tant fondée sur la contestation du régime socialiste de l'URSS que sur la promotion de la paix, la défense de la paix et le refus de la militarisation nucléaire. Côté allemand également, alors l'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire, on le sait, mais il y a un épisode qui a souvent été oublié aujourd'hui, qui est l'épisode au moment de la reformation de la Bundeswehr de l'armée allemande en 1957. Le chancelier Adenauer envisage un moment de doter la Bundeswehr d'armes nucléaires tactiques, non pas stratégiques, pas des missiles, mais tactiques, bon, qui restent des armes épouvantablement destructrices de fabrication américaine, et un appel de 18 scientifiques, l'appel de Göttingen, les 18 de Göttingen, est signé pour mettre en garde le chancelier Adenauer contre cette perspective. Et qui retrouve-t-on? Werner Heisenberg, Otto Hahn, Fritz Strassmann, bref, tous les gens qui ont travaillé pendant la période nazie pour le programme nucléaire allemand. Donc également cette conversion au pacifisme qu'on va retrouver, donc pour résumer mon propos, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis et en URSS. Cette contestation de l'arme nucléaire par les scientifiques eux-mêmes, va prendre peut-être d'autres dimensions à partir des années 70, mais je crois que Luc, justement, va nous dire des choses très intéressantes sur les années 70, donc je vais lui donner la parole et on y reviendra dans la suite de la discussion. Merci beaucoup de cette transition. Moi, lorsque Hervé Morin et ses collègues du Monde m'ont demandé de réfléchir à cette notion de remords scientifique à propos de l'usage de la notion de race, j'ai trouvé qu'il y avait un paradoxe particulièrement intéressant à analyser, dans la mesure où on pourrait trouver paradoxal, précisément, de réfléchir à cette notion de remords des scientifiques à propos de l'usage légitime en science de la notion de race à un moment où, comme vous le savez sans doute, la race a fait retour en biologie et en médecine. On atteste, par exemple, les usages maintenant assez généralisés dans certaines parties du monde des tests d'ascendance d'ascendance raciale, commercialisés notamment par cette société américaine, cette start-up de génomique qui s'appelle 23andMe. 23, c'est le nombre de paires de chromosomes dans une cellule humaine normale, avec plein de guillemets. Et ce n'est qu'un exemple, donc cette société, moyennant une centaine de dollars et l'envoi d'un peu de salive en quelque sorte sur un coton, vous donne à voir votre make-up racial, est capable de vous dire dans quelle mesure, dans quel pourcentage précis vous seriez d'origine raciale africaine ou etc., etc., etc. Alors, ce sont des tests dont l'usage est assez généralisé dans certaines, ce qu'on a appelé les minorités visibles, mais aussi il y a des usages tout à fait paradoxaux, comme par exemple des individus membres de l'alt-right américaine ou de l'extrême droite en France, par exemple, ont utilisé ces tests pour essayer de démontrer qu'ils étaient de grande pureté aryenne, en quelque sorte, à leur risque et péril. Il y a notamment une petite vidéo qui vaut vraiment la peine d'être vue, dans laquelle des journalistes d'une chaîne de télévision américaine ont filmé justement un dignitaire du Ku Klux Klan, si mes souvenirs sont bons, apprenant qu'il était à 14% d'origine afro-américaine. Bon. Il y a d'autres exemples qui sont nettement moins ludiques, en quelque sorte, d'autres exemples, d'autres vecteurs, si vous voulez, de racialisation qui sont moins ludiques. Par exemple, certains médicaments. Un médicament aux États-Unis, en 2005, le Bidil, a obtenu une autorisation de mise sur le marché indexée à une indication. Il était prévu pour la population afro-américaine. Par ailleurs, la médecine personnalisée, dont on nous parle beaucoup ces temps-ci à propos notamment des nouvelles stratégies de lutte contre le cancer, intègre une dimension d'analyse de l'origine biogéographique à partir de marqueurs biomoléculaires des individus dont on va séquencer comme ça les tumeurs et le génome parallèlement.
Bon, alors il y a donc une forme de paradoxe, et le paradoxe se renforce encore, si on veut, lorsque l'on prend connaissance du fait que pour sa réouverture, le musée de l'homme décide d'organiser une exposition, par ailleurs extrêmement intéressante, sur l'inanité, en fait, en tant démontrer l'inexistence des races humaines. Alors, on serait tenté de faire appel à des notions médicales de manière un peu sauvage, telles que dissociation de personnalité, schizophrénie, etc. Je ne crois pas qu'il s'agisse de quoi que ce soit de ce type, mais il y a bel et bien des nappes, si vous voulez, des niveaux de discours différents sur la race, qu'on ne peut pas renvoyer à une forme de double discours. Il n'y a pas de duplicité des scientifiques qui masqueraient en quelque sorte par des déclarations publiques ce qu'ils feraient dans le secret de leur laboratoire, par exemple. C'est pas de ça dont il s'agit. Pour comprendre, je crois, la situation dans laquelle on se trouve, il faut essayer d'historiciser, peut-être pas nécessairement d'ailleurs la notion de race. Il ne s'agit pas de remonter au moment de l'émergence, si vous voulez, de cette notion de race en tant que catégorie scientifique, mais plutôt d'historiciser cette notion d'abandon du recours à la notion de race en biologie. On nous a raconté, parce que le discours qui était très très prégnant jusqu'il y a peu nous disait que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la race avait perdu toute valeur scientifique en tant que concept, au même moment d'ailleurs que l'eugénisme disparaissait des programmes de recherche, des institutions scientifiques respectables, légitimes. Bon. Il n'en est rien en réalité. Et une manière de s'en rendre compte est tout simplement d'analyser la réception qu'a eue l'initiative de l'UNESCO en 1950, la publication d'une déclaration sur la race, la première déclaration sur la race publiée par l'UNESCO. Le fait déjà de dire la première déclaration sur la race de l'UNESCO indique qu'il y a qui dirait un problème, parce qu'elle était pensée en réalité non pas comme la première déclaration, mais comme une déclaration définitive qui entérinerait l'inanité totale de l'utilisation du concept de race en sciences de manière très très générale. C'était l'intention à la fois du directeur général de l'UNESCO de l'époque, Julian Huxley, un grand nom de l'antiracisme scientifique, et de celui qui était la cheville ouvrière du groupe et l'auteur du principal du document, un anthropologue du nom de Ashley Montagu, d'origine britannique, mais qui travaillait aux États-Unis. En réalité, l'affirmation contenue dans cette première déclaration de 1950, selon laquelle la race était moins un fait biologique qu'un mythe social, a causé une véritable bronca parmi les anthropologues, les biologistes et les généticiens qui s'intéressaient à l'espèce humaine. Et l'UNESCO s'est retrouvé englué dans un débat qui l'a conduit à prendre une nouvelle déclaration très très en retrait par rapport à celle de 1950, publiée en 1951, et à revenir à nouveau sur l'argument en 1964, puis en 1967, sans jamais véritablement parvenir à l'objectif qui était celui initialement de Huxley et Montagu, par exemple. Alors, pourquoi cela? On comprend les logiques, si vous voulez, de résistance, entre guillemets, des scientifiques, particulièrement avec une acuité particulière, lorsqu'on analyse non seulement leurs textes publics, mais y compris leur correspondance, ce qu'ont fait un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'historiens, en particulier une américaine du nom de Michelle Bratin, qui a publié dans une revue American Historical Review, et un auteur italien du nom Claudio Poliano, qui a publié un certain nombre de textes sur l'histoire de ces déclarations sur la race. Bon, ce qu'il donne bien à voir, c'est que s'il y a quasi-unanimité, à quelques exceptions près, qui sont le fait de scientifiques notoirement conservateurs, etc., pour condamner le racisme, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse passer de l'objectivation d'une différence entre des groupes humains à l'existence d'une hiérarchie entre ces groupes, ça fait à peu près l'unanimité, comme je vous le disais. Il y a aussi une quasi-unanimité, en tout cas d'une très grande facilité pour eux à critiquer le passé, les usages passés de la race, mais il y a une difficulté pour la plupart d'entre eux, et même une grande majorité d'entre eux, à accepter l'abandon total du recours à cette notion de race, pour deux raisons. D'abord, pour certains, il est impossible de légiférer pour l'avenir. La science, c'est la découverte de nouveautés. Donc, il est absolument impossible de dire aujourd'hui qu'on ne trouvera pas une manière véritablement scientifiquement fondée de différencier des êtres humains par groupe d'appartenance dans le futur.
Première situation. Deuxième situation, celle qui consiste à dire que la race a une utilité. Plus exactement, le fait de typifier et d'étudier des généalogies au sein de populations humaines, ça permet de constituer des récits analytiques de leur histoire, etc. C'est ce qu'on retrouve dans les tests d'ascendance génétique dont je vous parlais. Bien. Et dans ce contexte-là, dans cette perspective-là, plus exactement, que l'on parle de race, que l'on parle d'ethnie, ou qu'on invente un mot totalement artificiel, ne change rien à l'affaire. Ce qui compte, c'est cette typification et cette généalogisation, si vous voulez. D'accord ? On trouve dans les années, dans les textes publiés par des biologistes de type très très différents dans les années 60-70, des cas tout à fait intéressants d'abjuration d'une certaine manière, avec éventuellement expression d'une forme de remords du racisme scientifique, de critiques très très fortes de la notion de race qui vont dans un certain nombre de cas jusqu'à le fait d'écrire que la race n'est pas un concept pertinent en biologie. Et simultanément dans le même texte ou dans des textes publiés à quelques mois parfois de différence, quelques années tout au plus, le recours soit au substantif de race, soit à des adjectifs pour caractériser des groupes humains de manière racialisée, si vous voulez, par exemple caucasien, etc., etc. C'est le cas, y compris en France, ça peut être le fait, ça a été le fait, de biologistes qu'on ne peut pas suspecter de racisme au sens classique du terme, de gens comme Jean Bernard, Jacques Ruffier, des grands noms de l'hémotypologie française. Et ça un cas qui a été très bien analysé, par exemple, par un collègue du nom de Claude Olivier Doron dans son ouvrage qui s'appelle L'homme altéré, qui est apparu il y a 2 ans à peu près chez Champvallon. Alors, pourquoi on a oublié ou on n'a jamais véritablement perçu peut-être cette complexité autour de la notion de race? Peut-être parce que nous avons prêté trop d'attention, ou plus exactement, nous avons mal lu les textes canoniques, en particulier de l'antiracisme scientifique. Les Albert Jacquard en France, les Stephen Jay Gould ou Richard Lewontin aux États-Unis. Plus exactement, le problème a peut-être été que, parce que c'était en quelque sorte rassérénant, on a cru que ces antiracistes étaient en train d'emporter l'argument, si vous voulez, dans le champ scientifique, et qu'il n'y avait aucune difficulté pour leurs collègues à abandonner définitivement la notion de race, à l'exception de quelques-uns d'entre eux qui étaient des conservateurs et qui étaient de toute manière condamnés, entre guillemets, par le sens de l'histoire. Parce que la raison, en fait, peut-être de la réception extraordinaire dont a bénéficié l'antiracisme scientifique dans tout un tas de pays, c'est peut-être qu'il entrait en harmonie, en résonance avec ce à quoi faisait référence l'auditeur précédent, à savoir un moment dans les années 70 de réception de ce qu'on a appelé radical scientism, c'est-à-dire la critique sociale, et y compris la critique sociale de la science par les scientifiques eux-mêmes. Alors voilà, on en était là en quelque sorte lorsque la race a fait retour et que nous sommes retrouvés dans cette situation, encore une fois, de faire face à des discours totalement contradictoires quant à l'existence, quant au fait que son usage perdurerait ou non et serait légitime ou non dans les sciences biologiques. Et c'est d'autant plus marquant que dans un certain nombre de pays, ce retour de la race est aussi le fait de scientifiques et d'intellectuels appartenant à des minorités visibles, en particulier afro-américains aux États-Unis, qui considèrent qu'il faut au contraire prendre cette catégorie dans l'analyse, sauf à essayer le fait de ne pas la prendre en compte dans l'analyse, contribuant en fait à les faire disparaître eux de toute réflexion sur, en particulier, l'efficacité des médicaments, etc. Le risque, un intellectuel, un sociologue afro-américain l'a bien pointé, quelqu'un du nom de Troy Duster, c'est de naturaliser ce qui, dans un certain nombre de cas, renvoie en réalité à des processus d'incorporation de différences épigénétiques, en quelque sorte. Comment l'environnement commun, partagé par des individus ayant la même couleur de peau, par exemple, finit par avoir un effet y compris dans l'ordre du biologique, par l'intermédiaire de l'épigénétique. Et j'en terminerai sur ces quelques mots. Bien, nous avons traversé les siècles. Est-ce qu'il y a déjà des questions qui se font jour?
Moi, j'en aurais peut-être une dans le prolongement de ce que vous venez d'exposer. C'est vrai qu'en France, on n'a pas eu du tout cette perception-là, parce qu'il y avait des figures comme Jacquard. Vous avez réévoqué le fait que cette exposition au Musée de l'Homme, quand il se rénove, commence par exposer justement cette question-là. Est-ce qu'il y a une spécificité française sur ce thème? Je saurais le dire avec précision. Je me demande si en réalité, en France, pas dans une situation dans laquelle un certain nombre de choses ont opéré sans qu'on en prenne nécessairement conscience. C'est-à-dire que, par exemple, ces tests d'ascendance géographique ou ratio, si vous voulez parler clairement, sont en fait très, très utilisés, en particulier par des populations des zones non métropolitaines. Première chose, or c'est pourtant la France, mais ils sont pas intégrés, si vous voulez, dans la discussion sur ces choses. De la même chose pour la médecine personnalisée, la dimension racialisée, la variable raciale qui est intégrée dans tous les modèles d'analyse de médecine personnalisée. Effectivement, des auteurs comme Albert Jacquard ont eu énormément de succès en France, mais à peu près au même moment, quand même exactement au même moment où Albert Jacquard écrivait, comme l'a bien analysé Claude-Olivier Doron, Ruffier et Jean Bernard continuaient en fait à recourir à ce type de vocabulaire, ce type de catégorie de l'analyse pour typifier, pour analyser l'ascendance d'un certain nombre de populations qu'ils étudiaient du fait de leur spécificité au regard de leur groupe sanguin et des marqueurs dont leur hémoglobine, par exemple, était porteur. Moi, je voulais juste faire quelques remarques sur cette notion de remords scientifique liée en particulier au cas des savants atomiques. Il faut pas négliger la joie immense qu'il y a eu à la nouvelle du bombardement d'Hiroshima. Il y a un témoignage d'Otto Frisch qui dit quand on a eu la nouvelle, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Tous les savants sont allés réserver une table au restaurant du coin. Enfin, il y avait vraiment une joie immense parmi les savants. Enrico Fermi, à propos de la bombe H, où là, pour le coup, il commence à y avoir des débats, dit il faut le faire parce que c'est juste une superb physics. Donc, il y a vraiment encore cette idée, malgré l'ampleur du dégât maintenant qu'on connaissait bien, il y avait cette idée qu'il fallait le faire tout simplement parce que c'était une avancée dans les connaissances fondamentales et qu'il fallait le faire quoi qu'il arrive, parce que c'était la logique de la science, voilà. Donc, voilà, je voulais simplement faire remarquer ça. Et d'autre part, cette notion de remords savant, elle a quand même un enjeu politique, à mon avis, important, parce que imaginez que c'est important, c'est très problématique. C'est-à-dire que, déjà, imaginez que les savants ont vraiment un rôle important, par exemple, dans l'élaboration de la bombe atomique, c'est très discuté par les historiens. Le vrai directeur de Los Alamos, c'est pas Oppenheimer, c'est Leslie Groves, c'est un militaire, en fait, c'est un ingénieur des corps de l'US Army. Voilà, donc, à quel point se focaliser sur le remords savant, c'est pas finalement imaginer que on pourrait faire confiance à des savants vertueux pour autoréguler leurs propres pratiques, ce qui est extrêmement, à mon avis, problématique. On a aussi l'exemple d'Asilomar, la fameuse conférence d'Asilomar au moment du début des OGM. Cette conférence d'Asilomar, c'était une mise en scène, en grande partie, de la responsabilité des savants qui seraient capables de réguler leurs propres pratiques pour des questions de sécurité, de non-diffusion d'organismes génétiquement modifiés, mais c'est aussi une manière de fermer la porte à toutes les contestations qu'il y avait à ce moment-là autour des OGM issus des sciences radicales des années 60 aux États-Unis. Donc voilà, c'était simplement quelques remarques sur vraiment le caractère hautement problématique, à mon avis, de cette notion de remords savant, qui est fondamentalement ultra minoritaire. Si on prend les grandes innovations, enfin ce que je connais mieux du 19e siècle sur la vaccination antivariolique, où il y a eu énormément d'expérimentations humaines absolument sordides, dans les archives on trouve aucune trace de remords qui soit formulée. Voilà, donc c'était quelques petites remarques un peu plus critiques. Oui, je vais répondre à ça. Tout à fait d'accord sur le fait que l'explosion d'Hiroshima a très majoritairement été saluée comme un remarquable exploit scientifique, ce qui n'en rend d'autant plus intéressante la réaction d'Otto Hahn à l'époque, précisément parce qu'elle est très minoritaire et tout à fait atypique. Après, vous dites le véritable patron de Manhattan, c'était Leslie Groves, certes, et on trouve le même binôme dans le programme soviétique avec un physicien et un politique. Le politique c'était Beria, le physicien c'est Kurchatov, donc il y a le binôme. Mais pourquoi la notion de remords est, contrairement à ce que vous pensez, à mon avis intéressante, c'est qu'on ne s'étonne pas de la part d'un militaire qu'il conçoive de nouvelles armes.
armes. On n'imaginerait pas du tout un débat sur les militaires ont-ils des remords de construire de nouvelles armes. Point de vue des scientifiques, d'une part, ça existe dans l'histoire. Bon, vous dites c'est minoritaire certes à l'échelle des 130 000 personnes qui ont participé au programme Manhattan, mais c'est pas minoritaire du point de vue de l'influence de ces gens. Quand ce sont des Werner Heisenberg, des Frédéric Joliot, des Robert Oppenheimer, vous voyez, c'est quand même des gens qui ont un rôle important. Que ces gens-là s'expriment en ce sens signifie premièrement que ça existe, d'autre part que ça heurte une conception de la science comme fondamentalement, alors cette conception, je sais que vous l'avez beaucoup critiquée, mais même au 19e siècle, cette idée de la science comme vectrice de progrès humain. Bon, cette idée est toujours un petit peu dans les têtes au XXe siècle, et précisément, les remords procèdent du fait que l'activité même de la physique aboutit à contradictoire. Donc, c'était pas complètement une notion infondée, puisqu'elle s'appuie sur une représentation de la science comme vectrice de progrès humain. Oui, moi j'avais une question par rapport justement au remords de ce que vous disiez sur les militaires qui sont justement censés être payés pour fabriquer des armes, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des remords assez importants de la part de la classe politique qui a lancé justement ces programmes, et je pense notamment au président américain qui a dit ok, on va juste faire tuer 80 000 personnes d'un seul coup. Est-ce qu'il y a eu des remords de ce côté-là aussi? Merci. Oui, ça je peux dire un mot là-dessus. Donc la décision d'utiliser l'arme atomique contre le Japon est prise par le président Truman, qui était vice-président du temps de Roosevelt et qui découvre au moment de sa prise de présidence que cette arme est prête, et il l'utilise en toute connaissance de cause au nom de l'argument qu'un débarquement au Japon serait infiniment plus meurtrier pour les troupes américaines, et donc une sorte de balance destruction de la population civile et mortalité des troupes américaines au combat. Donc il n'y a du côté de Truman jamais le moindre regret de ce choix stratégique. Je ne connais pas non plus de regret au sein de la classe politique américaine sur cela. Le seul moment où l'on voit apparaître une forme de regret, de remords, mais ça prend des proportions plus complexes, c'est au moment où Eisenhower devient donc président des États-Unis en 1952, et au moment de quitter au moment de son dernier mandat, il fait un discours tout à fait étonnant où il exprime pour le coup le remords, et il met en garde son successeur contre le poids excessif qu'a pris, et je cite cette expression, le complexe militaro-industriel dans les décisions sur la politique étrangère américaine. Donc il y a le début de l'idée que on a perdu le contrôle sur une forme de course aux armements entretenue par les contractants industriels, scientifiques, etc. On entend ça chez Eisenhower, mais encore une fois en fin de mandat, et ce bon conseil, ou du moins cette invitation à réfléchir à ces questions n'a pas été suivi, loin s'en faut, par ses successeurs. Je crois qu'il est difficile d'évacuer le contexte politique de l'époque. Avant la guerre, il y a une internationale des physiciens atomistes qui travaillent tous ensemble, ils se connaissent tous, ils collaborent. À partir du moment où le nazisme émerge, à ce moment-là, il y a une coalition anti-nazie qui se développe parmi les physiciens. Et c'est pour ça que dans le programme atomique américain, vous trouvez de toutes les nationalités. Et alors, ce qui est intéressant ensuite, vous avez parlé des remords, et ce qui est intéressant ensuite, c'est que vous avez un effort des physiciens, non pas pour abolir l'arme nucléaire, mais pour limiter par le contrôle des armements les développements des arsenaux, retrouver une stabilité. C'est le mouvement plus gouache, toutes sortes de clones. Mais ils n'ont jamais, ils ne reviennent pas sur le passé. Ce qui les intéresse, c'est de voir est-ce que les savants peuvent jouer vis-à-vis des politiques un rôle de modérateur. Je vais répondre sur ce point. Tout à fait d'accord avec vous sur le second point, sur le mouvement Pugwash, également le Bulletin of Atomic Scientists, qui réunit des physiciens américains ayant participé au programme nucléaire avec puisque l'idée d'abolition de l'arme atomique paraît difficilement envisageable, il ne reste d'autre solution que de sa limitation. Je suis moins d'accord avec vous sur la première partie de votre intervention, comme quoi l'international scientifique, comme on dit, les liens entre scientifiques de différentes nationalités auraient cessé de fonctionner à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Ce n'est pas du tout le cas. En 1939, juillet 1939, donc 6 ans après la prise de pouvoir Werner Heisenberg fait une tournée de conférences aux États-Unis.
les liens entre scientifiques atomiques de pays se maintiennent très très tard après la prise de pouvoir de Hitler, et ce n'est qu'au début de 1940 que tous les pays cessent leurs publications sur les questions atomiques. Ça devient secret défense dans tous les pays. Mais même en dépit de ce secret défense posé sur toutes les publications sur les questions de physique atomique, une certaine forme d'international scientifique perdure, et l'exemple le plus intéressant à mon sens, c'est celui de Frédéric Joliot, qui va travailler durant toute l'occupation de 1940 à 1944 à Paris avec des physiciens allemands dans son laboratoire. Ces physiciens allemands étaient, appartenaient à l'armée d'occupation, et son laboratoire était sous la menace permanente d'une réquisition de l'armée allemande. Mais il en restait le directeur, et les conditions posées par l'armée d'occupation étaient que si vous voulez éviter la réquisition du laboratoire, il faut travailler avec des scientifiques allemands sur des sujets civils. Mais un certain nombre de chercheurs qui travaillaient sur le programme nucléaire militaire allemand sont passés par le laboratoire de Joliot. Joliot, on le sait, était un des dirigeants de la résistance, était président du Front National, etc. Mais il avait confiance, disait-il, dans la supériorité de cette internationale scientifique, de cette camaraderie entre physiciens passant devant les obligations nationales. Précisant bien entendu que ces physiciens allemands n'étaient pas nazis pour la grande majorité d'entre eux, donc il avait confiance dans le fait que la solidarité entre physiciens passerait devant la solidarité nationale. Juste donc une nuance sur cette question de l'international scientifique. Je voudrais juste qu'on revienne peut-être un petit peu à Léonard, et je me posais la question, est-ce que l'entité remords, qu'est-ce que ça peut vouloir dire à son époque? Est-ce qu'on peut se mettre dans sa tête? Est-ce que la mentalité de l'époque la connaissance qu'on a de cette mentalité permet de nous dire que peut-être oui, des ingénieurs à l'époque pouvaient ressentir la même chose que les savants dont on vient de parler, les savants atomistes ou autres? Oui, alors c'est difficile quand on est historien, de faire en dehors de source l'analyse des psychés du passé, même si Freud lui-même s'est risqué à analyser la psyché de Léonard avec les résultats un petit peu discutables que l'on connaît. La question est effectivement de l'expression. Alors, pour nous, très clairement, il y a une dissonance cognitive. Mais c'est pas parce qu'on a mis le mot dissonance cognitive qu'on a avancé beaucoup plus. C'est-à-dire que, effectivement, entre quelqu'un qui, à l'évidence, adore la guerre, adore ces machines performatives qui trucident le voisin de toutes les manières, et l'expression du fait que la guerre est une folie des plus bestiales, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'expression du remords? Moi, je pense que c'est très difficile avant la fin du XVIe siècle d'avoir une expression du fort privé qui soit dans laquelle nous puissions entrer. Mais reste l'expression artistique, d'où l'importance pour moi d'une œuvre comme la bataille d'Anghiari, parce que elle dit quelque chose très profondément, elle dit quelque chose et du traumatisme de Léonard et peut-être de ses sentiments par rapport à sa participation en guerre. Cela étant, au moment même où il participe à la bataille, à la réalisation de la bataille d'Anghiari, il donne des conseils techniques pour participer à la guerre contre Pise. Mais là, il s'agit de dévier le fleuve Arno pour priver Pise de son fleuve. C'est aussi un moyen de faire une guerre un peu plus savante et peut-être moins destructrice. Et puis il y a quand même une autre difficulté, c'est que quand Léonard continue sa carrière, il s'éloigne de la guerre, mais il est engagé et par Louis XII et par François Ier pour des représentations joyeuse de la guerre. Donc vous voyez là, la dissonance cognitive, elle est complète. Oui, merci. Il me semble qu'il y a un texte de Léonard, qui est un paragraphe comme ça, où il explique son horreur des effets de la guerre, ce dont tu parlais, le machin ignoble, quoi. Mais moi, ce que je voulais seulement dire, c'est quand même le développement de l'artillerie. Ça n'arrête pas, je veux dire. Le développement de l'artillerie comme quelque chose d'épouvantable, à deux titres, à cause de son pouvoir destructeur, et surtout parce que le résultat, c'est que
tout le monde, et il y a plus de courage ni d'audace ni quoi que ce soit qui compte. Tout le monde devant un canon, devant les effets de l'artillerie va être détruit. Donc c'est en mise en cause de la valeur guerrière chevaleresque et noble qui est donc, il y a donc quand même cette idée que l'artillerie détruit quelque chose, pas simplement ça détruit des êtres humains mais ça aussi ça détruit des valeurs. Oui, alors tout à fait. Et Léonard est quelqu'un qui a très très largement participé au progrès de l'artillerie et c'est par Léonard que l'on saisit l'état de la technologie au XVIe siècle. C'est-à-dire, si on n'avait pas Léonard, on ne saurait rien de la façon dont on fabrique un canon au début du XVIe siècle. Donc il est très très compétent dans ce domaine-là, et il en est très conscient, mais lui ne parle pas de ça. À aucun moment, cette question de... Alors, on va le retrouver chez d'autres, on va effectivement retrouver cette idée-là chez toute une série d'auteurs du XVIe siècle mais ça, c'est pas l'expression de remords de gens qui ont fabriqué des canons. C'est l'expression, essentiellement l'expression des nobles qui disent là, vous êtes en train de détruire nos valeurs, nos façons de fonctionner. C'est pas l'expression des scientifiques. C'est pour ça que je l'avais exclu de mon topo. Mais effectivement, quant au petit texte dont tu parles, c'est exactement celui où il dit, mais c'est quelques lignes, où il parle de Pazia bestialissima. La guerre est une folie des plus bestiales. Mais oui, tu as raison. C'est aussi la guerre est aussi la technologie là est destructrice de valeurs. Ça n'est pas exprimé par Léonard. Oui, moi j'avais une question par rapport à la notion plus actuelle d'éthique. Est-ce que la réflexion éthique n'est pas le corollaire nécessaire qui doit accompagner toute recherche, notamment je pense aux recherches actuelles sur la génétique. Alors même si j'ai bien conscience que ça peut être aussi un frein et que la réflexion sur l'éthique est peut-être encore plus nécessaire pour les personnes qui vont utiliser les recherches. Juste un mot pour dire que cette question de l'importance de l'éthique et de l'utilité de l'éthique, elle se pose y compris en lien avec l'histoire, le travail historique. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, les centres d'histoire des sciences, ou en tout cas d'histoire de la médecine et les centres d'éthique ont été fusionnés. Alors ça pose tout un tas de problèmes parce que justement, l'une des difficultés du raisonnement éthique, c'est sa généralité en quelque sorte. Et le point de savoir dans quelle mesure il est effectivement ou non en raccord en quelque sorte avec ce que l'on peut attester de pratiques scientifiques, médicales, etc. du passé. Le problème qu'ont un certain nombre d'historiens, je parle de ce point de vue puisqu'on est dans un festival d'histoire, le problème qu'ont un certain nombre de collègues, par exemple historiens qui travaillent en Allemagne, au Canada ou dans d'autres endroits, c'est de devoir essayer de montrer que précisément un certain nombre de choses qui apparaissent aberrantes aux yeux des éthiciens ont en fait été des pratiques extraordinairement communes pendant une très très longue période. Et que probablement, s'il y a un moyen de s'en défaire, ça ne consistera pas à édicter des oukases, quoi, en quelque sorte, à prendre des textes aussi extraordinaires qu'ils puissent être et véritablement intéressants d'un point de vue philosophique, éthique, etc. Mais pas nécessairement en lien avec ce qui se passe effectivement dans un laboratoire de biologie moléculaire dont on parlait tout à l'heure ou dans un laboratoire de physique qui travaille sur contrat pour un département de la défense dans quelque pays que ce soit. Moi, je me posais la question, au travers de vos trois éclairages très très intéressants, de la transversalité des questions qui pouvaient y avoir derrière ça. J'ai l'impression, enfin j'ai du mal à la faire entre les deux exemples d'utilisation militaire de progrès scientifique, ou même pour Léonard, c'est directement plutôt un technologue qu'un scientifique, en tout cas dans son approche des instruments de guerre, où là on pose essentiellement la question de l'indépendance du chercheur, du financement de la recherche finalement. Alors que dans le dernier exemple, sur la notion de race, on est plutôt sur des usages détournés d'une notion et puis des problèmes finalement de sémantique sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de race. Est-ce que vous voyez, puisque la question précédente portait sur l'éthique, est-ce que vous voyez quelque chose, un fil entre vos trois interventions qui permettent
d'utiliser ces exemples historiques pour une réflexion sur l'éthique du chercheur. Dans le cas de la notion de race telle qu'elle était débattue jusqu'il y a quelques années ou plus une dizaine d'années, il y avait effectivement très très peu de considérations pratiques utilitaires. Je veux dire qu'il y en a eu énormément dans les colonies, etc., mais la question se posait moins d'un point de vue pratico-pratique, si on peut parler comme ça, dans la deuxième partie du XXe siècle, avec quelques exceptions notables. Mais ce qui est tout à fait notable également, c'est que ce retour, entre guillemets, de la race, cette réinscription de la race dans l'analyse, y compris de comportements sociaux, etc., qui est le fait de la génomique, de la génétique, etc., repose sur des usages qui sont, au contraire, articulés à des pratiques économiques et à des pratiques sociales, dont certaines sont extrêmement diffusées. Donc là, on retrouve cette notion d'utilité, en quelque sorte, et cette économie politique de la science qui était au cœur des discussions dans les deux premières interventions, parce que les remords étaient exprimés ou non en rapport à des activités scientifiques qui n'étaient pas menées par des individus totalement isolés, mais dans le cadre de programmes avec une dimension plus ou moins avec une dimension économico-politique, dans laquelle l'économie et le politique primaient au plus ou moins dans un cas et dans l'autre. Voilà pour la réponse que je serais tenté de faire. Bonjour, moi ça va être rapide. En fait, Pascal Briot, vous avez expliqué que finalement, à la Renaissance en Italie, on peut diviser les éventuelles expressions de remords ou de regret entre ceux qui ont créé des trucs assez vicieux qui peuvent être utilisés mais contre des vilains. Donc finalement, c'est pas trop grave. Il y a comme un lien avec la notion de guerre juste du Moyen-Âge finalement. Et donc dans ce cas-là, c'est pas grave. Le cas de Léonard de Vinci, on a l'impression que c'est quand même plus du traumatisme qui est exprimé comme vous le dites, on peut pas aller dans son esprit de toute façon et aller fouiller maintenant. Ça m'a amené à me demander, et alors là ça va être probablement rapide, ça va être oui ou non j'imagine, si dans le cas de, c'est Otto Hahn, vous avez dit, les enregistrements permettent-ils de définir finalement s'il a exprimé désapprobation en ce qui concerne le fait d'avoir tué des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes sans salir les mains, c'est-à-dire sur le principe même de l'arme, ou sur le fait que c'était quand même leur petit copain qu'on avait dézingué, pour dire les choses vraiment. Non, c'est de mémoire. Je le cite, donc je le cite approximativement, mais il doit dire quelque chose comme ce que nous avons fait est horrible. Comment nous en remettrons-nous, ou un truc comme ça. Voilà, d'après les transcriptions. Donc c'est vraiment une réflexion éthique générale et ça n'a rien à voir avec un pragmatisme. Sur la question de la guerre juive, vous avez absolument raison. Mais effectivement, c'est ça, le lieu commun, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on commence, mais dans toutes les guerres, les travaux de Denis Crouzet sur les guerres de religion, même on en parlait à table, les travaux plus récents de Stéphane Audouin-Rousseau sur divers types de massacres et divers types de brutalisation. Tout ça s'explique, pour faire la guerre, il faut déshumaniser l'autre. Donc à partir du moment où on arrive à déshumaniser l'autre, tout va bien. Et effectivement, chez un Léonard, par exemple, quand à un moment il est à Venise, il doit aller dans le Frioul face à l'armée turque qui avance et qui bientôt va effectivement commettre un vrai génocide dans la région. Et là, ça lui pose absolument aucun problème. De fait, et on sent qu'il envisage avec une grande jubilation de pouvoir dévier des rivières, dévier des fleuves, le fleuve Isonzo en l'occurrence, pour noyer l'armée turque. Ça ne le gêne pas. Même si c'est de l'eau, et pourtant ailleurs, il explique que c'est vraiment horrible de noyer les gens, là, ça ne le gêne pas. En revanche, effectivement, après la vue des massacres, mais là il est allé au front, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que un Galilée par exemple qui écrit magnifiquement sur la guerre de façon technique et scientifique. Quand je réponds en même temps à votre question tout à l'heure, il n'est pas que technologue, c'est-à-dire qu'il y a aussi une réflexion sur la physique et une critique notamment de l'antipéristase aristotélicienne donc on va loin dans des réflexions physiques aussi, et ça concerne la guerre parce que il s'agit de boulets de canon, mais au bout du compte c'est le traumatisme militaire, c'est pas le traumatisme du scientifique, c'est le traumatisme militaire qui le fait parler. Donc
Attends, oui, je dis juste un petit mot, en tant que le micro arrive en réponse à votre question, le temps que j'y réfléchisse un peu. Donc, sur ces histoires économiques, politiques, éthiques, etc., l'interaction, tout ça, une des raisons pour lesquelles les remords massifs, quelle que soit la discussion qu'on a eue tout à l'heure, ne se trouvent dans l'histoire des sciences qu'à travers l'exemple atomique, parce que l'exemple atomique il est difficile d'y trouver du bien. Enfin, il est difficile de trouver, si ce n'est d'avoir peut-être facilité la capitulation japonaise, mais c'est même tout cela est très très discuté. Toutes les autres technologies de guerre sont des technologies duales, comme on dit. On parlait tout à l'heure des herbicides. Les herbicides, ça dérive de la technologie de la guerre chimique. Donc à l'origine, ce sont les gaz, et d'ailleurs ce sont les mêmes qui vont mettre au point les premiers herbicides dans les années 20, à partir du travail de la chimie des gaz de combat. Dans la guerre bactériologique, ce sont les mêmes technologies qui permettent de générer des microbes pathogènes et de préparer des vaccins. Donc la réflexion éthique est beaucoup plus délicate, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Institut Pasteur, par exemple, travaille depuis les années 20 sur les programmes de guerre bactériologique et chimique. L'Institut Pasteur, qui est Louis Pasteur, bienfaiteur de l'humanité, on l'a assez répété en France depuis un certain temps, ça n'a jamais posé problème. Pourquoi ? Parce que en travaillant sur l'arme, on travaille aussi sur la défense contre l'arme, et par conséquent, on fait œuvre utile. Donc ça, c'était un point que je voulais ajouter. Il y a une question. Alors là, pour réagir sur Pasteur, moi j'avais toujours compris que c'était dans le sens d'une défense. Les armes NBIC, c'était comment parer, comment remédier à une attaque éventuelle. Bon. Donc je reviens, et tu viens un peu de faire allusion à cela. On est passé de Léonard de Vinci à la Seconde Guerre mondiale, mais il y a quand même la Première Guerre mondiale, et justement une des nouvelles armes qui a été extrêmement étonnante et extrêmement frappante, un peu comme l'eau, c'est les gaz. Et je n'arrive pas à trouver son prénom, mais le chimiste allemand, Fritz Haber, a eu le prix Nobel après. C'est à se demander s'il y avait de l'éthique au sein du prix Nobel, enfin au sein du comité Nobel. Voilà. Mais voilà, l'avènement des gaz, c'est quand même quelque chose d'extrêmement, et on le voit encore aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est quand même avec la guerre chimique peut-être, la guerre bactériologique peut-être, mais c'est peut-être la pire des armes. Dans le cas de Fritz Haber, il y a une anecdote qui vaut peut-être la peine d'être racontée. Donc Fritz Haber était ce chimiste allemand donc sa compagne, enfin son épouse d'ailleurs, Clara Haber, était elle-même chimiste, et au moment des premières utilisations de l'hypérite, le gaz de combat, d'abord du chlore, puis de l'hypérite, Clara Haber écrit des choses extrêmement violentes sur le travail de son mari, Fritz Haber. Elle considère qu'il dévoie la chimie. Ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur cette image à l'époque de la science comme nécessairement bienfaitrice, comme nécessairement apportant un progrès moral. Et Clara Haber, chimiste, met fin à ses jours. Elle se tire une balle dans la tête pendant que son mari est au front en train d'organiser une campagne de gaz chimique, justement. C'est dommage que Jean-Baptiste Fressoz ait dû quitter l'amphithéâtre un peu avant la fin du débat, parce que je lui aurais volontiers proposé de prendre l'exact point, en quelque sorte, de ce qu'il avançait, c'est-à-dire de ne pas considérer que les remords sont en quelque sorte une fausse bonne catégorie de l'analyse, en quelque sorte, mais au contraire d'en faire l'analyse historicisée, y compris de comparative. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas en réalité que, même si je le suis tout à fait quant au fait qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre avec cette catégorie, mais je crois que ici on a essayé de les prendre, et je me rends compte j'ai l'impression, je crois que nos interventions cet après-midi ont démontré le fait que ces histoires de romans sont en fait extrêmement prégnantes, que dans un certain nombre de cas, on a pu s'imaginer en quelque sorte des remords qui n'étaient pas les nôtres, mais ceux de scientifiques, etc. Et qu'il serait probablement très intéressant de faire l'histoire comparée de ces remords, c'est-à-dire qu'on ne sait pas raconter la même histoire de remords des physiciens du nucléaire, par exemple, dans les différents pays. Que par exemple, les romans auxquels tu faisais allusion ne sont pas écrits exactement dans la même veine que la pièce de Michael Frayn qui s'appelle Copenhagen et qui a eu un énorme succès d'abord en Grande-Bretagne et puis après aux États-Unis. Une pièce qui met au cœur en fait du récit la rencontre entre Werner Heisenberg et Bohr à Copenhague au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, avec cette idée: est-ce que Heisenberg a proposé à Bohr de faire passer le message aux Américains que lui ne construirait pas la bombe et qu'il ne fallait en aucun cas que eux la fassent?
Et on se rend compte quand on lit des travaux historiques sur cette question, à quel point, quelle est la part de fantasme là-dedans. Alors on peut rejeter les fantasmes en quelque sorte, dire que c'est totalement absurde et que il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, si ce n'est que c'est plus difficile à faire. Enfin, plus exactement, on peut le faire autant de fois qu'on le veut. On n'est pas sûr du résultat, et que peut-être au contraire, il conviendrait de prendre au sérieux ces discours et d'essayer de comprendre dans quelles conditions ils ont émergé, comment ils se sont transformés, et aussi peut-être pourquoi ils sont différents d'un pays à l'autre. Et d'une histoire à l'autre, d'un thème à l'autre, de le nucléaire d'un côté, la race de l'autre, etc., etc. Alors moi j'en ai un, j'ai oublié le nom de ce monsieur, mais en fait je me suis très tôt intéressé à l'histoire des réseaux sociaux. Et j'ai rencontré quelqu'un, pourra peut-être m'aider, un des scientifiques américains qui est le premier à avoir travaillé sur les techniques d'analyse mathématique des réseaux sociaux. Et ce monsieur, qui a 80 ans aujourd'hui, est en fait un démocrate américain assez hippie. Voilà. Bon. Et quand je l'ai vu, il me disait que la plupart des docteurs qu'il a formés travaillent actuellement pour la CIA, pour le FBI. Et voilà, donc un usage, et bon, sont certainement très utiles dans la lutte contre l'État islamique, etc. Mais on sentait quand même qu'il était gêné aux entournures de ce truc-là, parce que finalement, voilà, des sciences sociales qui ont pour fonction de fliquer la population, quoi. Mais avec des utilités. Certainement des utilités, mais on sentait que c'était pas tout à fait ce qu'il aurait souhaité comme usage de cette discipline. Un premier exemple qui me vient en tête, en réponse à votre question, est celui des psychologues cogniticiens, enfin psychologie cognitive au sens large du terme, qui à différents moments dans l'histoire des tests de quotient intellectuel ont pris leur distance, y compris avec certaines techniques qu'ils avaient eux-mêmes ou qu'elles avaient eux-mêmes contribué à produire. Alors, la psychologie a un statut encore particulier au sein des sciences sociales. Non pas que je veuille l'exclure des sciences sociales, c'est pas ça. Mais si on s'intéresse à des sciences apparemment moins directement utilitaires comme l'anthropologie ou la sociologie, on trouve des choses de cet ordre. Encore une fois, il faut aller regarder très précisément dans quelle mesure il y a véritablement quelque chose de l'ordre d'un remords qui serait, encore une fois, à préciser, analyser, qualifier, etc. Mais il n'y a aucun doute, que dans le cas des anthropologues culturalistes, cette fois, les gens qui étaient de l'anthropologie culturelle, pas les anthropologues dont j'ai parlé à propos de la race, pas ceux qui font de l'anthropologie physique et de l'anthropologie biologique, mais d'un certain nombre d'anthropologues qui ont été notamment mobilisés dans l'effort de guerre américain au cours de la Deuxième Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi, puisqu'il s'agit pour les États-Unis d'administrer tout un tas de territoires en Micronésie, etc. Et l'anthropologie était l'un des savoirs sur lesquels se sont appuyées les forces armées américaines, et en particulier la marine. Il y a un livre qui, malheureusement, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français d'un auteur du nom de Rebecca Lamoff, qui s'appelle The World as a Laboratory, et qui consacre plusieurs chapitres sur justement les usages de cette anthropologie culturelle dans le cadre de l'effort de guerre américain. Et finalement, la rareté des remords qui ont pu être exprimés, y compris à plusieurs décennies de distance. Et puis, dans le cas de la sociologie, il y a eu aussi un certain nombre de prises de distance, par rapport à des enquêtes, par exemple, à laquelle des sociologues avaient participé. C'est vrai aux États-Unis, autour de toute la sociologie de la race. Il y a des exemples, par exemple, au Brésil, s'il y a des choses plus précises encore qui vous intéressent. Je pourrais vous donner des références. Et il y a aussi eu une discussion en France, par exemple, sur le statut qu'il fallait accorder à l'enquête de Plauzevet, lancée par le ministère de la Recherche dans les années 60 et qui mêlait ethnologie et anthropologie, qu'à l'époque on qualifiait déjà de physique pour la différencier, justement de l'anthropologie culturelle. Bien, je voulais remercier les intervenants. Quand même. Et vous souhaitez une bonne fin de rendez-vous de l'histoire, une bonne continuation. Et merci à tous.